Je m'appelle Salfladji Camara, vice-président du Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès, RMFP, pour slogan Gambanaru. Gambanaru, c'est en dialecte soninké, veut dire égalité en droit, en dignité et en devoir. C'est à l'instar même de la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'adresse un salut fraternel et amical à notre président Nyakalmami Kanouté, le bureau exécutif du Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès, le bureau de la coordination du Mali, le bureau des sections du Mali, les bureaux régionaux de Kaï, de Bamako et de Koulikoro. Et je salue tous les militantes et les militants, les combattantes et les combattants de Gambanaru, du Mali et de Gambanaru à travers le monde. Aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir donné la parole pour pouvoir répondre à certaines questions qui me sont posées à travers la problématique de l'esclavage par ascendance et ses séquelles à travers le Mali. Comme je vous l'ai expliqué, notre association s'appelle le Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès, RMFP, qui a pour slogan Gambanaru. Notre association est représentée dans tous les villages soninké dans les régions de Kaï et de Koulikoro. Et ces villages-là sont représentés dans une organisation qu'on appelle la coordination du Mali. Et certains villages se sont regroupés pour former des sections. Et ces sections-là ont un bureau pour coordonner ensemble, travailler ensemble. Nous avons des bureaux régionaux. Le bureau régional de Kaï est présidé par Djaglimaro Kanouté. Le bureau régional de Bamako est présidé par Douadjara. Le bureau régional de Koulikoro est présidé par Modibo Tamura. Et nous avons au sommet le bureau exécutif. Et tous ces bureaux sont coordonnés à travers le canal WhatsApp, dans des discussions, dans des projets, et tout ce que nous devons exécuter, nous le faisons ensemble et l'information passe à travers le canal WhatsApp. Et ces bureaux sont dirigés collégialement. Et comme nous avons dit Gambanaru, ça veut dire quoi? Gambanaru, ça veut dire égalité en droit, en dignité et en devoir. Donc nous sommes tous égaux. Et nous demandons cette égalité-là à travers le peuple malien. Il n'y a pas de race supérieure, il n'y a pas de race inférieure. Il n'y a pas d'ethnie supérieure, il n'y a pas d'ethnie inférieure. Donc c'est cette sensibilisation que nous avons entrepris depuis la création de notre association en 2017. Et depuis la création de notre association, nous avons lancé une grande campagne de sensibilisation en soninké et souvent en bambara à travers les réseaux WhatsApp. Et c'est cette sensibilisation qui a fait que beaucoup de personnes ont adhéré à notre organisation, à notre association. Et tous ceux qui ont adhéré à notre association ont rencontré des difficultés à travers leur village, à travers leur localité. Gambanaru aujourd'hui n'est pas un phénomène caché au Mali. Et toutes les autorités ont été alertées, et depuis l'ancien régime jusqu'aux nouvelles autorités. Le peuple malien a été largement informé pour les causes de notre combat. Nous avons tenu plusieurs conférences de presse. Nous avons tenu des manifestations à Paris ici. Nous avons tenu des manifestations à Kaï. Nous avons tenu des manifestations à Bamako. Et ces conférences de presse nous ont permis d'expliquer notre combat, d'expliquer
et ce que nous voulons à travers le pays, à travers surtout les communautés soninké. Et l'esclavage par ascendance et ses séquelles a causé beaucoup de dégâts à travers le pays. Avant l'avènement de Gambanaru, ce phénomène existait, mais n'était pas connu du grand public parce que était simplement installé et ancré depuis des siècles et des siècles dans les communautés soninké. Et maintenant que Gambanaru est venu pour éveiller les consciences, sensibiliser les gens pour que tout le monde soit égaux, tout le monde soit égal et qu'il n'y ait pas de race supérieure, pas de race inférieure et que les communautés vivent ensemble dans l'harmonie, dans l'égalité des chances, l'égalité en droit. Le but principal de notre association est la sensibilisation à outrance. Et nous avons mené une grande campagne de sensibilisation. Nous avons voulu sensibiliser le peuple malien, les autorités maliennes sur le méfait de l'esclavage par ascendance et ses séquelles. Et aujourd'hui, quand nous parlons d'esclavage, nos adversaires, les esclavagistes, ils disent qu'il n'y a pas d'esclavage dans leur village. Il n'y a que les coutumes, ce qu'on appelle communément le lada. Et ce que je voudrais dénoncer ici, est-ce que quelqu'un qui veut se soustraire aux pratiques de l'esclavage et ses séquelles de l'esclavage par ascendance et ses séquelles, et quand ils viennent vous faire cette déclaration, est-ce que ça vaut le coup de le lyncher? Ça vaut le coup de mettre un embargo sur lui? Est-ce que ça vaut le coup de le priver de son champ de culture? Est-ce que ça vaut le coup de l'insulter? Est-ce que ça vaut le coup de tout faire pour faire des répressions à outrance, des répressions à volonté où les esclavagistes ils le font pour que chacun aille de surenchère en surenchère sur des Maliens comme eux. Et nous, notre but est d'éradiquer ça. Et ce que nous demandons aux autorités, c'est de prendre les mesures nécessaires pour éradiquer l'esclavage dans le pays et d'éradiquer les violences qui sont sur nos militants. L'État a le devoir de protéger les minorités. Et nos militants sont des minorités dans les villages. Et ces minorités ne sont pas protégées. C'est pourquoi on a 2 à 3 millions de déplacés à Mambri qui sont arrivés par là. Pourquoi? Parce que ils ont demandé à se soustraire des pratiques de l'esclavage et les esclavagistes n'ont pas voulu de cela. Ils ont été violentés et ils ont fui ces villages-là pour venir se confier à Mambri, où nous saluons la bravoure, l'honnêteté, le sens de l'État, le sens du Malien, du chef de village de Mambri qui a accepté avec les gens de tous les hommes et les femmes de Mambri qui ont accepté de recevoir nos militants qui sont venus se réfugier à Mambri. Aujourd'hui, nous avons des réfugiés à Nyoro, nous avons des réfugiés à Djema, nous avons des réfugiés à Bamako même, nous avons des réfugiés à Kita. Et tous ces réfugiés-là, ce sont des gens qui ont été victimes de la chasse à l'homme, qui ont été chassés de leur village, de leur maison, pour seul motif parce qu'ils veulent pas demeurer esclaves, parce qu'ils veulent pas rester esclaves, ils veulent devenir comme tout le monde. Et ce phénomène-là, et quand on l'explique aux autorités, on l'explique à tout le monde, on nous dit simplement que dans les villages, il n'y a pas d'esclavage, il n'y a que le lada, c'est-à-dire il n'y a que des coutumes. Et ce que je veux vous dire, je voudrais vous expliquer. Et il y a certains villages où ces coutumes-là sont considérées comme de l'esclavage pur et dur. Il y a certains villages où nos militants n'avaient pas la parole, ils n'avaient pas droit à accéder à des fonctions d'utilité communale, d'utilité publique dans les villages, et c'est beaucoup de phénomènes qui les différencient des gens qui s'appellent des nobles. Pour nous, être noble, c'est un comportement. Être noble, c'est une disposition. C'est la façon dont on se comporte dans la société.
Être noble ne veut pas dire simplement par le sang. Être noble, c'est se montrer digne d'être avec les autres et digne de respecter les autres, digne d'être là dans une communauté où on ne crée pas les problèmes, où on n'agresse pas les gens à volonté et sans cause, et parce que ces gens-là sont des minorités. Nous disons que l'État a le devoir de protéger les minorités. Et là, la violence, la vraie violence, les représailles ont atteint leur sommet dans la nuit du 1er au 2 septembre 2020, où nos militants, nos leaders, Muntaka Diarisso, Ahmed Sissoko, Gossi Sissoko et Mohamed Sissoko ont été assassinés froidement et sous le regard de leurs femmes et enfants. Ils sont rentrés dans leur domicile, les attacher, les battre à mort avant d'aller les jeter dans le fleuve. Cette atrocité, ça s'est passé dans un pays, le Mali. Le Mali qui se dit est un pays musulman à 95%. Les 5% aussi sont des croyances monolithiques. Ce qui veut dire que c'est un pays de croyants à 100%. Voilà, à 100%, et que ça a été fait au su et au vu de tout le monde. Ces assassinats, nous n'avons pas entendu une simple condamnation de la part des imams, de la part des autorités. Personne ne l'a condamné. On l'a classé ça comme si c'était alors un fait divers. Or que ce sont des pères de famille qui ont laissé des enfants et des petits-enfants derrière eux. Muntaka Diarisso, il avait 73 ans. Youssouf Sissoko, il avait 72 ans. Gossi avait 44 ans. Et Mohamed, il avait 50. Mamadou Sissoko, il avait 46 ans. Et ces gens-là, ils ont laissé leur famille derrière eux, assassinés froidement comme ça, avant que l'attaque ait lieu. Je vais le dénoncer aujourd'hui. Avant que l'attaque ait lieu, nous avons l'audio de Muntaka Diarisso qui nous disait qu'il avait prévenu le procureur de la République de l'assaut imminent sur sa maison. Il a prévenu le CB de l'époque pour dire qu'il y a un assaut imminent sur eux. Et ceux-là ont répondu qu'il fallait simplement attendre que les agresseurs fassent quelque chose, sinon en amont et en prévention, ils ne peuvent rien faire. Ce qui veut dire que ces gens n'ont pas été protégés par l'État. Les représentants de l'État de ces localités ont été prévenus en disant que les maisons étaient encerclées par des gens qui sont armés, par des gourdes, ils sont armés par des haches, ils sont armés par des coupes-coupes, ils sont armés par des machettes et ils ont encerclé leurs maisons et ils ont eu le temps de prévenir les autorités et rien n'a été fait pour sauver ces vies humaines-là. Voilà. Et même après leur assassinat, et personne n'a condamné ces assassinats-là. Aujourd'hui, nous avons les assassins, une partie des assassins qui sont en prison. Donc nous n'allons pas parler de ça dans la mesure où c'est une affaire qui est en justice. Mais nous allons quand même dénoncer tout ça parce que ce sont des faits réels. Nous avons des preuves comme quoi nos martyrs, ils ont demandé assistance, ils ont demandé protection, ils n'ont pas été écoutés. On les a pas aidés, on les a pas protégés. Et c'est pourquoi ils ont perdu la vie. Donc pour vous dire que nous avons aujourd'hui beaucoup de gens qui ont fui leur maison dans un pays où un Malien est réfugié dans le Mali. Ça dépasse même l'entendement. On est dans quel pays? Un pays de droit, un pays qui se dit le pays de droit, un pays qui se dit démocratique, un pays qui se dit musulman. Alors, ton frère musulman, il est chassé avec femme et enfants de son domicile. Il est en errance depuis 4 ans, depuis 3 ans, depuis 2 ans. Et l'État n'a rien fait pour que ces gens-là puissent regagner leur famille, leur maison, leur village. Donc maintenant, là aujourd'hui, nous le dénonçons.
Et nous demandons à l'État de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que ce retour soit effectif pour tout le monde dans sa maison. Pour ce retour-là, de tous les réfugiés dans leurs villages et leurs maisons respectives, nous demandons l'appui de toutes les organisations de lutte contre les discriminations. Nous demandons à toutes les organisations des droits de l'homme de nous appuyer pour que nos parents, pour que nos militants, nos combattants et combattantes puissent chacun gagner sa maison, chacun regagner son village. Parce que ils ne peuvent pas rester en errance dans leur propre pays. Il faut faire de sorte que l'État puisse nous entendre. Il faut faire de sorte que l'État puisse prendre en charge ces minorités-là, les protéger contre les oppressions, les protéger contre les représailles, afin que chacun puisse vivre tranquillement dans son village, dans la paix et la coexistence pacifique. Aujourd'hui, nous allons dénoncer aussi le laxisme des juridictions au Mali. Aujourd'hui, nous allons dénoncer ces laxismes-là compte tenu du fait que à chaque fois que on est agressé, à chaque fois que on est oppressé, à chaque fois que il y a des représailles, nous avons toujours porté plainte. Nous avons aujourd'hui près d'1 millier de plaintes qui est dans des circonscriptions judiciaires et qui ne bougent pas. Et surtout, les jugements qui sont faits, c'est des jugements de complaisance. Nous osons le dire que c'est des jugements de complaisance. Quand les gens se regroupent en association de malfaiteurs, aller trouver des gens comme Alani, les jeunes qui sont sur un terrain de football, les mains nues, et les autres, ils arrivent avec des gourdes, des coupes-coupes, des haches, des machettes pour les agresser, les poignarder, et puis les gazer, et les laisser pour morts, et jusqu'à ce que les parents aussi qui ont voulu aller les secourir sur le terrain ont été poignardés. Nous avons des vieux qui ont été poignardés à cause de ça. Donc, ce que nous dénonçons, c'est l'inertie de juridiction. Le gouverneur de l'époque, il a permis à faire de sorte que les vies humaines ont été sauvées. Il faut dire ce qui a été fait. Il a envoyé des forces de l'ordre à Lani, des forces d'interposition, qui sont restées plusieurs mois afin d'éviter des drames, éviter des morts. Et nous saluons ce gouverneur-là, nous saluons le procureur de la République de Caille qui ont pris ces dispositions-là afin que, pour sauver des êtres humains, pour sauver des vies humaines. Ces esclavagistes qui commettent des méfaits et qui viennent au tribunal, ils s'en sortent comme si ils n'ont rien fait du tout. Donc maintenant, nous demandons aux juridictions que tous ceux qui ont commis des infractions, qui ont commis des crimes, surtout des crimes, et que ces crimes soient punis à la hauteur du code pénal, que ces crimes soient punis à la hauteur des cours d'assises, voilà, et que l'État de droit puisse revenir comme il faut. Nous avons coutume de dire que nous ne demandons pas des faveurs, nous ne demandons pas des faveurs à l'État, nous demandons à l'État que le droit il soit dit, que la loi soit appliquée. C'est tout ce que nous demandons. Et là, il y a 2 poids 2 mesures. Des fois, on arrête nos militants parce qu'ils ont sorti un audio injurieux. Et nous, quand nous portons plainte parce que on nous a salis, on nous a insultés, quand ces gens-là arrivent devant les juridictions, on classe ces dossiers-là. Et comme ça s'est passé dans la commune 6, il n'y a pas une semaine où quelqu'un a traité les gens de Gambanaru comme des animaux, que les gens de Gambanaru, les gens de nos militants. Et nous-mêmes, nous sommes de père et de mère comme des ânes, comme des moutons et comme des chèvres. Et c'est-à-dire qu'il nous a comparés avec des animaux, que nos parents sont des animaux qui ont enfanté des animaux. Donc, nous avons amené ces gens-là devant les juridictions. Le dossier il a été classé sans suite sous prétexte que
les directives viennent d'en haut pour classer le dossier. Et nous le dénonçons aujourd'hui. Fortement, nous le dénonçons aujourd'hui et pour toujours. Et nous demandons aussi pour la mémoire de nos martyrs, la mémoire des gens qui ont été froidement assassinés et gratuitement. Que justice soit rendue, que justice soit rendue et que justice soit rendue. En tout cas, nous ferons tout pour ne pas laisser cette affaire-là. Si la justice n'est pas rendue, nous ferons tout pour que justice soit rendue. Que ça soit dans n'importe quel endroit, il faudrait que justice soit rendue et pleinement rendue. Voilà, ces gens-là, ils méritent de passer devant la cour d'assises et de rendre compte de tout ce qu'ils ont fait, assassiner les pères de famille au vu et au su, sous le regard de leurs enfants. Il y en a qui disent que l'esclavage par ascendance, ça n'existe pas dans les villages. Je vais vous dire, dans le village de Muntaradjariso, à Djandjoumé, il n'y a pas encore 2 ans ou 3 ans, où déjà les esclaves, les descendants d'esclaves allaient cultiver gratuitement dans les champs de leurs maîtres. Gratuitement. Et nous, au niveau de Gadjaga par exemple, aller cultiver dans le champ de ton maître gratuitement, cela a été enlevé il n'y a pas très très longtemps. Il n'y a pas très longtemps parce que nous avons vu ça. Moi, mon père, il a été cultivé pour son maître. Ainsi de suite. Et j'ai des grands frères qui ont cultivé pour leur maître. Donc c'est vous dire que ça c'était gratuit. Aujourd'hui on dit oui, personne ne travaille pour personne. Mais ça existait ça. Voilà, ça existait. Et autre chose, que depuis la nuit des temps, on nous disait que l'esclave n'a pas le droit d'aller à la prière du vendredi. L'esclave n'a pas le droit d'aller à la Mecque. L'esclave n'a pas le droit la femme, la veuve esclave n'a pas le droit de faire un veuvage de plus de 2 mois et de 5 jours. Alors que les femmes nobles, qui se disent nobles, ils font 4 mois et 10 jours. Ça, c'est des différences. Voilà les points qu'on va vous dire. Quand on dit que l'esclavage n'existe pas, on vous dit, voilà, il n'existe pas, mais voilà les faits qui font qu'il existe. Il existe depuis des centaines et des centaines d'années que ces communautés vivent ensemble. Les soi-disant esclaves et les soi-disant nobles vivent dans le même village. Il n'y a pas de mariage entre eux. Sans mariage, il ne peut pas y avoir de parenté. Sans mariage, il ne peut pas y avoir de communion entre les gens qui vivent dans un même village. Donc, il est interdit surtout des descendants d'esclaves de marier une soi-disant femme noble. Et le contraire est permis, et ces gens-là, ils disent, j'ai anobli telle femme parce qu'elle est belle, je vais la marier. Donc, ça c'est un poids et 1000 mesures. Donc, ce que je vais vous dire par là, ça c'est quelques faits seulement qui montrent que l'esclavage est un fait réel. Et sans tenir compte, et la stigmatisation, et je profite ici pour répondre à certains qui disent que l'esclavage, il est que de nom, l'esclavage n'existe que par le nom. Et que le nom esclavage existe partout. Et je répondrai que le nom esclave existait partout. Et c'est aujourd'hui que nous voulons que ça n'existe plus. Dans mon village, mon quartier s'appelle le quartier des esclaves. Et maintenant, nous l'avons rebaptisé, on lui a donné un autre nom. Et cela a constitué pour les esclavagistes comme un crime. Parce que nous n'avons pas le droit de faire ça. Il faut que notre quartier reste le quartier des esclaves. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous allons faire tout jusqu'à ce qu'il y ait un changement. Gambanaru, le Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès, a amené des changements, surtout dans les villages soninké. Et ce changement-là, il est irréversible. On ne reviendra plus là-dessus. On va continuer à cultiver l'esprit et d'égalité, de chance, de dignité et de droit. Mais nous n'allons plus revenir sur ce phénomène d'esclavage par ascendance, alors par nos militants. Nos militants ne demeureront plus esclaves. Ils se sont soustraits et
on ne fera jamais marche arrière. On va faire de sorte que on soit entendu et que l'État puisse prendre ses responsabilités face à ce phénomène-là. Parce que nous avons beaucoup subi, on a beaucoup souffert, on a tout fait pour alerter, on a tout fait pour sensibiliser. Imaginez-vous, mettez-vous à la place d'un père de famille, d'une mère de famille, qui est 2 ans, 3 ans dehors, en dehors de son village, en dehors de sa maison. Et quand il mange, il faut qu'il y ait de l'assistance des autres. Quand il dort, il faut l'assistance des autres. Et quand il fait tout, il faut l'assistance des autres. Et ça, je me rappelle, et j'ai mémorisé ça, et quand les gens de Keynera, ils ont été chassés de Keynera, ils sont venus s'abriter à Djema. Le chef de village de Djema de l'époque, parce qu'aujourd'hui il est décédé, et ce chef de village, il les a chassés de Djema sous la pression des gens de Keynera. Et ce jour-là, sous la pluie, la nuit, il a fait sortir nos militants, parmi lesquels il y avait 3 femmes enceintes. Il y avait des bébés. Et il n'a pas eu pitié. Il les a fait sortir la nuit de Djema. Ils se sont abrités sous la pluie. Et après la pluie, le lendemain matin, quelqu'un de bonne foi, quelqu'un qui a voulu les aider et qui les a transportés jusqu'à Bamako. Voyez-vous cela? Voyez-vous cela dans un pays? Qu'est-ce que ces gens-là, ils ont fait? Ils n'ont rien fait du tout. Le simple fait de dire que eux, ils veulent pas demeurer esclaves, voilà le crime qu'ils ont commis. En plus de la sensibilisation au niveau même du Mali, nous avons participé à des forums, à des rencontres, tels que le dialogue national inclusif. Et notre président régional de Kaï, Djaglimaro, a initié une demande qui consiste à prendre en compte la problématique de l'esclavage par ascendance et ses séquelles et conduire à son interdiction totale. Et pour cela, il a plaidé, comme nous tous, alors à la prise d'une loi criminalisant la pratique de l'esclavage. Et il a bataillé fort depuis Kaï jusqu'à Bamako au forum final pour que cette loi-là puisse être prise en compte. Donc, le forum, il a pris en recommandation la prise de cette loi pour interdire la pratique de l'esclavage par ascendance et la faire criminaliser. Et nous saluons notre Premier ministre actuel qui, dans son intervention, a expliqué que cette loi-là va voir le jour très prochainement. Et nous fondons beaucoup d'espoir à cette déclaration et nous exhortons et encourageons notre Premier ministre à faire de sorte que cette loi soit sortie le plus rapidement possible, parce que nous avons vu dans les juridictions, nous avons entendu les juges nous dire, nous n'avons pas d'arsenal judiciaire pour juger correctement les faits d'esclavage. Imaginez-vous, nous avons près d'1 millier de plaintes dans les juridictions. Et dans tous les jugements rendus, il n'y a aucune trace d'esclavage dans les jugements. Nous affrontons, on nous affronte, on nous frappe, on nous fait lyncher, on nous fait poignarder, on nous fait attacher, on fait tout. Et quand on arrive, on fait le jugement et le juge, il fait tout pour que aucune trace d'esclavage fasse dans son compte rendu, dans le compte rendu du jugement. Bon, imaginez cela. Et quand on a posé la question, on nous dit il n'y a pas de loi criminalisant, ils n'ont pas de loi sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour rendre leur jugement. Donc c'est pourquoi nous demandons, pour accélérer l'éradication totale et complète de l'esclavage par ascendance et ses séquelles au Mali, qu'une loi soit prise criminalisant la pratique d'esclavage. Donc, et ses séquelles. Nous avons alerté et nous savons que la Mauritanie a pris une loi criminalisant la pratique d'esclavage et ses séquelles. Quand tu dis à quelqu'un esclave au niveau de Mauritanie, et si la personne porte plainte contre vous, vous risquez d'aller en prison. Ça se passe comme ça au Sénégal,
et ça se passe comme ça en Gambie. Le Mali, qui a signé des accords internationaux, le Mali, qui se dit un pays démocratique, un pays musulman, et pourquoi ne pas prendre une loi, à l'instar de la France, qui a considéré que la pratique d'esclavage est considérée comme un crime contre l'humanité. Donc nous demandons, si on n'arrive pas à ce niveau-là, qu'on ait quand même une loi criminalisant ces pratiques-là et ces séquelles, et pour que nous puissions sortir de là. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des tensions et de la guerre au nord, il y a des tensions au centre. Le seul endroit qui est resté paisible, c'est la région de Kaï. Et cette région aujourd'hui est en proie à une guerre civile. Parce que trop c'est trop, nos militants et nous-mêmes, nous avons supporté des choses. À chaque fois, on a alerté. À chaque fois, on a porté plainte. À chaque fois, on a fait des choses. Mais jamais on a été écouté à la hauteur du droit. On a été écouté à la hauteur de la loi. Donc maintenant, nous demandons que l'État prenne ses responsabilités. Que l'État prenne ses responsabilités. Que l'État prenne ses responsabilités. Alors, pour finir, je vais demander à tous nos militants et militantes et à toutes les instances du Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès Gambanaru de rester sereins dans la douleur, de rester sereins face aux représailles, de rester sereins face au silence abasourdissant de l'État malien, de rester serein, parce que je suis convaincu que tôt ou tard, la vérité triomphera. Tôt ou tard, le droit triomphera. Tôt ou tard, la loi prendra le dessus sur les commodités, sur les ententes, sur les complicités. Et je dois, pour terminer, encourager les nouvelles autorités maliennes. Vous avez du pain sur la planche. Votre tâche n'est pas facile. Donc, nous vous faisons des bénédictions. Nous souhaitons votre réussite. Et nous vous demandons de prendre toutes les dispositions pour créer les conditions de l'avènement des Mali nouveaux. Un Mali prospère. Un Mali solidaire. Et un Mali qui sera aimé et envié par tous les autres pays africains. Le Mali est un pays qui a l'habitude de se relever et nous sommes convaincus que nous allons nous relever malgré que aujourd'hui beaucoup d'espoir n'est pas permis face au fonctionnement de nos institutions, face à nos propres comportements. Donc aujourd'hui, les nouvelles autorités, nous vous exhortons, nous vous encourageons et nous sommes sûrs que vous êtes sur la bonne voie. Nous sommes sûrs qu'il faudrait simplement tenir, ne pas dévier de votre chemin, ne pas dévier parce qu'un tel veut de ça et ne veut pas de ça. Nous avons vu dans les conférences, dans les forums où des gens, des personnalités pas les moindres qui ont pris la parole pour dire que l'esclavage par ascendance, ce n'est pas un problème, il faut laisser ça de côté. Voilà. Il a fallu que M. Agui Boiré, qui est le président de la CNDH, puisse faire une déclaration, une forte déclaration pour que ce phénomène puisse être pris en charge et dont le Premier ministre en a parlé. Donc nous vous encourageons et nous demandons à toutes les organisations qui luttent contre les discriminations. Nous demandons à tous ceux qui luttent pour les droits humains, les droits de l'homme, de nous aider afin que ce phénomène d'esclavage par ascendance puisse être éradiqué, totalement éradiqué dans la République du Mali.